Et merci de votre présence et surtout merci aux collègues qui ont réussi à rester parce que, comme je le disais tout à l'heure, un grand nombre d'entre eux ont été un peu perturbés par le contexte agricole qui soit les empêcher de rentrer chez eux ou les appeler à devoir revenir de manière un peu précipitée dans leur département. Mais voilà, comme le disait Madame Rouget, comme cette audition est captée, ils pourront profiter de vos interventions de manière différée ou en direct depuis chez eux, puisqu'effectivement, donc, cette matinée, nous l'avions prévue de longue date. Alors, elle ne va pas ouvrir les travaux de la délégation, puisqu'on a déjà commencé à travailler depuis la reprise et la réinstallation du Sénat au mois d'octobre, mais nous souhaitions la faire, puisqu'il y a déjà 6 ans, en fait, dans un format différent, nous nous étions interrogés sur qu'est-ce que la prospective. Alors, comme les membres de la délégation ont été fortement renouvelés au cours des 6 dernières années, c'était bien de refaire ce travail. Et ce que je trouve, nous sommes particulièrement chanceux, puisqu'en fait, aujourd'hui, nous allons à la fois pouvoir croiser un peu le regard théorique porté par Futurible et par François de Jouvenel, et des regards beaucoup plus pratiques avec Olivier Ouvenagel, qui est directeur de l'économie de RTE, dont on connaît les perspectives de long terme, le scénario 2050. Et ensuite, dans le domaine de l'armée, avec le commandant Jean-Baptiste Colas, qui est actuellement directeur au cabinet du DGA. Alors, ce que je vais vous demander, en fait, c'est de nous dire comment déjà vous concevez la prospective, quels sont les outils que vous utilisez. Et alors, en vous disant aussi que cette année, la délégation a choisi de conduire ses travaux autour du thème de l'intelligence artificielle, et donc de nous faire, si c'est possible, une petite ouverture, enfin pour nous dire en tout cas si ce nouvel outil change pour vous vos manières de faire de la prospective. Je vous cède la parole. Je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être Monsieur de Jouvenel. Merci beaucoup pour votre invitation à intervenir aujourd'hui sur la prospective. Donc mon objectif, ça va effectivement, de manière relativement brève, de pouvoir présenter quels sont les principes de la prospective et puis peut-être aussi de donner quelques éclairages sur le paysage de la prospective aujourd'hui de manière relativement large, avant de donner la parole à mes deux collègues qui rentreront effectivement dans des présentations d'exemples plus précis et par ailleurs, me semble-t-il, tout à fait complémentaires. Pour vous dire en quelques mots d'où je parle également, donc je suis le directeur de Futurible. Futurible, c'est un centre indépendant de réflexion et d'études prospectives qui existe depuis les années 1960, donc qui a accompagné le développement des démarches de prospective depuis lors et donc on bénéficie d'un regard relativement transversal et historique sur le développement de la prospective, ses méthodes, ses outils, ses champs d'application. On ne reste pas uniquement dans la théorie de la prospective, puisqu'on a aussi des champs d'application pratiques. On accompagne un certain nombre de démarches de prospective, on produit des travaux de prospective, et donc on a les mains dans le cambouis, si je puis dire. Voilà, donc on essaye d'allier une partie effectivement de réflexion sur les principes et sur les méthodes avec la conduite opérationnelle d'un certain nombre de démarches. Sur la prospective de manière générale, depuis ses origines, elle a évidemment évolué dans ses formes. Ses principes, eux, restent relativement inchangés, même si le contexte dans lequel elle se situe, les objets dont elle se saisit, eux, ont évidemment évolué de manière relativement importante. Sur les principes, la définition qui me semble la plus claire, c'est celle affichée ici de Michel Godet, qui dit de quoi s'agit-il quand on fait de la prospective? Il s'agit d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. C'est important, tout est un peu important dans cette définition. L'objectif, vous le voyez, c'est pas juste d'être dans la futurologie, c'est-à-dire d'être en capacité éventuellement de prédire ce qui pourrait se passer, mais c'est bien d'éclairer l'action présente. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça me semble tout à fait important que la prospective soit représentée au Sénat, puisque un des objectifs nobles, si je puis dire, de la prospective, c'est justement aussi de pouvoir servir à éclairer la décision publique. Il ne s'agit pas de dicter, évidemment, la décision publique, mais bien de l'éclairer en portant un regard sur les enjeux de moyen et de long terme. Quand on dit porter un regard sur les enjeux de moyen et de long terme, c'est d'abord un effort, tout simplement, c'est-à-dire prendre le temps
de se préoccuper de ces enjeux de moyen et de long terme, alors que l'on sait bien que dans toutes vos activités, dans toutes nos activités, on est très souvent contraint justement par les urgences du temps présent. Donc je dirais de manière assez simple d'ailleurs que faire de la prospective, c'est d'abord essayer de sanctuariser en quelque sorte un peu de temps et un peu de moyens dédiés à cette réflexion sur le moyen et le long terme. On prend souvent la métaphore du navigateur pour expliquer un petit peu ce qu'est la prospective. Le navigateur, il doit prendre un certain nombre de décisions pour emmener son embarcation et il a à sa disposition donc deux instruments. Il a un instrument qui est la vigie, qui lui permet d'aller observer ce qui se passe dans son environnement proche d'abord, mais aussi dans son environnement plus éloigné, d'aller regarder ce qui se passe à l'horizon et de se poser un certain nombre de questions sur la façon dont ce qu'il repère dans la situation actuelle peut prendre comme forme pour demain. Est-ce que le nuage, gros comme le poing, va se transformer en tempête ou finalement disparaître à l'horizon? Le prospectiviste est dans cette position-là, d'essayer de repérer un certain nombre d'évolutions à travers la bonne compréhension que l'on peut avoir aujourd'hui de la situation présente et puis un regard porté autant que possible sur l'avenir et d'essayer d'interpréter les signes que l'on peut voir et qui nous semblent révélateurs ou annonciateurs de transformations importantes pour demain pour construire un certain nombre de raisonnements sur ce qu'il pourrait se passer. Et donc la prospective travaille beaucoup à travers des scénarios. Les scénarios, ce sont des histoires de futurs possibles qui cherchent à encadrer la diversité des situations auxquelles on pourrait se confronter. L'objectif derrière cela, c'est d'essayer de se préparer le mieux possible à l'avenir. Donc la prospective, c'est porter un regard sur l'avenir, explorer les futurs possibles pour pouvoir nous aider à se préparer à ce qu'on pense qu'il pourrait advenir. J'ai mis quelques éléments ici sur l'histoire, pas pour refaire un long historique de la prospective, mais pour rappeler que cet effort d'anticipation, il n'est pas neuf, il a toujours existé. Par contre, sa professionnalisation, l'institutionnalisation des pratiques de prospective, elle date grosso modo des années 30 et surtout des années d'après-Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles les pouvoirs publics d'abord ont ressenti le besoin de disposer d'une bonne compréhension des grandes transformations en cours dans les domaines technologiques, dans les domaines de société, pour pouvoir justement permettre d'orienter, d'éclairer les décisions publiques qui étaient prises. Ces premiers travaux de prospective ont été développés sous Roosevelt au moment où l'État fédéral américain s'investissait justement dans des domaines dans lesquels il était relativement absent. Aujourd'hui, si on en vient au présent, il y a un certain nombre de transformations évidemment importantes dans le paysage de la prospective. Ces transformations importantes dans le paysage de la prospective, elles sont liées aux transformations du contexte dans lequel nous vivons, donc des sujets dont nous nous saisissons. J'ai mis ici quelques points qui me paraissent importants, qui ne sont pas exhaustifs, mais qui me paraissent utiles de mentionner. Premier point, c'est le fait qu'aujourd'hui, les travaux de prospective sont très fortement tirés par les problématiques dites de transition. Donc très fortement tirés, évidemment, par la prégnance des enjeux environnementaux, dégradation climatique, de la biodiversité, etc., qui finalement font que les discours sur le futur n'ont sans doute jamais été aussi présents aujourd'hui que par le passé. On dit souvent qu'on manque de prospective. En réalité, il y a aujourd'hui un grand nombre de travaux de réflexion sur le futur qui sont notamment beaucoup tirés par la prise de conscience de ces transformations écologiques. Sur ces transformations environnementales, le paradoxe auquel on est confronté, c'est qu'à la fois, elles nous amènent à un certain nombre d'évolutions irréversibles, donc en quelque sorte prévisibles. On ne va pas inverser la courbe des températures demain matin, et en même temps, ces irréversibilités entraînent aussi l'augmentation du nombre de phénomènes imprévisibles et donc une imprévisibilité globale qui s'accroît. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les travaux de prospective, on doit tenir un peu deux cordes, à la fois essayer d'anticiper au mieux ce sur quoi on peut avoir un certain nombre de certitudes, et puis en même temps se préparer à des situations de crise et de surprise de plus en plus nombreuses. Et les deux exemples qu'on aura tout à l'heure, je pense, permettront aussi d'illustrer assez bien justement la diversité de ce type de pratique. La deuxième chose importante, c'est les transformations finalement géopolitiques, disons, qui font qu'on est rentré dans une période dans laquelle, disons, le modèle du libéralisme à la fois démocratique et économique qui apparaissait entre les années 1990 et 2020 comme étant un peu l'horizon un peu unique de l'histoire a disparu, a un peu volé en éclats. On a aujourd'hui des tensions géopolitiques relativement fortes, l'affirmation de modèles assez différents,
L'idée aussi, même au niveau international, que les valeurs sur lesquelles on a bâti l'ordre après 1945 ne sont plus forcément totalement partagées. Et ça s'accompagne aussi par finalement de développement au niveau international d'un paysage de la prospective qui se transforme relativement fortement, qui n'est plus uniquement un paysage de prospective marqué par les pays occidentaux, mais avec l'émergence de travaux de prospective avec une dimension parfois culturelle relativement forte, une affirmation aussi par exemple qu'il faut décoloniser le futur, que l'on peut retrouver aussi dans des travaux dans différentes régions du monde. Ça me paraît être un point important parce que la prospective est aussi aujourd'hui un moyen de donner la parole à des minorités et à des personnes marginalisées en leur demandant en les amenant à se réapproprier finalement le futur. Troisième point important, j'ai mis des vrais, entre guillemets, travaux de prospective scientifique et technologique sont peu nombreux. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Il y a toute une économie de la promesse, comme vous le savez, autour des nouvelles technologies. Donc on est envahi de discours sur l'avenir des nouvelles technologies. En revanche, des travaux rigoureux et donc critiques sur les avancées de ces technologies sont relativement peu nombreux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le rythme des découvertes, finalement, est assez rapide et donc nous amène à être continuellement surpris. Donc il y a une difficulté, je dirais, presque ontologique à essayer d'anticiper les formes que pourraient prendre ces technologies. Donc il y a aussi tout un pan sur lequel on doit nécessairement être en découverte un peu permanente. Et puis, finalement, ces travaux de prospective demandent aussi des compétences et qu'ils ne sont pas nécessairement partout partagés. Et donc, il faut effectivement que les différentes instances qui sont en capacité effectivement de piloter ou de commanditer ce type de travaux puissent s'en saisir. Deux derniers points rapides. J'ai mis aussi un point sur les chemins étroits mais variés de la prospective comme réflexion collective pour nourrir des processus de décision. Pardon pour cette formulation peut-être un petit peu complexe. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les grandes évolutions aussi que l'on a et qu'on a pu voir dans la prospective, on a eu une prospective pendant très longtemps qui visait surtout à permettre d'éclairer les décideurs. Donc les décideurs à la fois au niveau public. Donc, en France, par exemple, la prospective a été portée par le commissaire général du plan, par la DATAR, etc. Et puis, des décideurs privés. La prospective s'est aussi beaucoup développée dans les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises industrielles, dans le domaine de l'énergie particulièrement. Bon. Aujourd'hui, la prospective, à partir du moment où elle vise à éclairer justement des prises de décision, elle doit aussi s'adapter aux évolutions des modalités de prise de décision. Or, on est dans un monde dans lequel il y a aussi des phénomènes d'individualisation, dans lesquels le rapport aux institutions a changé, et donc dans lesquels la prospective, si elle veut effectivement permettre d'accompagner des prises de décision, doit pouvoir travailler avec des formes variées qui permettent finalement des moments de délibération extrêmement réguliers au fur et à mesure que les démarches sont entreprises et donc pas uniquement finalement être cantonnées dans des cellules qui sont placées à côté du prince pour aller vite. Le dernier point qui permettra de terminer, c'est le fait que les outils de prospective, eux aussi évidemment, évoluent. En fait, il n'y a jamais eu véritablement d'outils spécifiques de la prospective. Il n'y a pas de boîte magique de la prospective, il n'y a pas un logiciel dans lequel on rentre les données d'aujourd'hui pour pouvoir avoir les scénarios du futur. On y reviendra sans doute avec RTE tout à l'heure. En revanche, les travaux de prospective s'appuient sur des outils existants. Ça peut être les outils de la modélisation qui eux-mêmes se transforment. Ça peut être des outils d'autres disciplines. Donc la prospective, en quelque sorte, pille tout ce qu'elle peut piller pour pouvoir essayer de parvenir et de répondre à ses ambitions. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, ce qui se développe en termes d'approche, c'est que, au-delà des rapports qui, à mon sens, ont toujours un sens puisque le passage à l'écrit permet d'obtenir une rigueur intellectuelle qui gage quand même la qualité des travaux, mais à côté de ça, on a différents formats et différents outils qui se développent, notamment la partie jeu, ça se développe pas mal par exemple au ministère des Armées aussi, vous en reparlerez sans doute, l'approche aussi donc par l'IA, alors on a à la fois des travaux de prospective sur l'intelligence artificielle et puis on peut tout à fait utiliser aussi des dispositifs d'intelligence artificielle dans des travaux de prospective sans attendre non plus que l'intelligence artificielle nous dise exactement ce que sera le futur. Peut-être que RTE en reparlera aussi. Et puis donc des travaux, on utilise aussi de plus en plus aujourd'hui les approches du design fiction, notamment pour travailler plus qu'auparavant sur les imaginaires du futur et sur l'incarnation finalement des différents futurs possibles, de telle sorte que ces futurs puissent être davantage appropriés. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long et puis pour permettre justement qu'on rentre
dans le concret, comme vous disiez tout à l'heure, avec donc les exemples de RTE et de la Red Team Défense. Je vous remercie. Merci. RTE, puisqu'il était... Enfin, sauf si ça avait été prévu, organisé. Non, c'était bon. Et c'est parfait. Non, c'est bon, je peux commencer. Donc, merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour votre invitation à parler un peu de la démarche prospective de RTE. Je ne sais pas si je pourrais passer les diapositives. Bon, je vais tenter de vous présenter en quelques minutes l'approche prospective de RTE en l'illustrant avec l'exemple des scénarios futurs énergétiques 2050 que nous avons publiés il y a quelques années. Alors, je ne vais pas chercher à vous restituer les enseignements de cette étude, mais plutôt vous expliquer la méthode qu'on a essayé de poursuivre, parce que je crois que c'est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Alors, commencez par vous rappeler... Je crois que ça ne marche pas. Je sais pas si... Ah si, c'est bon. Vous rappelez en quoi RTE est concerné par une démarche prospective. Alors, en fait, en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, on a dans nos missions légales plusieurs objets qui relèvent de la prospective énergétique, et nous devons publier régulièrement des documents de projection sur le système. Donc, notamment 2 documents qui sont cités dans le Code de l'énergie, vous les voyez ici. Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'équilibre offre-demande, dont le but est de fournir des projections sur l'évolution de la consommation et de la production d'électricité et d'évaluer les besoins pour assurer cet équilibre à tout moment sur un horizon qui va de 5 à 15 ans. Deuxième document qui est cité dans le Code de l'énergie, c'est le schéma décennal de développement du réseau, ou SDDR de son petit nom, qui vise lui à établir une vision sur l'évolution à court, moyen et long terme de l'infrastructure réseau de RTE nécessaire pour accompagner les transitions en cours. Donc l'objectif de ces travaux-là, c'est avant tout d'assurer l'équilibre production-consommation. Vous savez que sur l'électricité, comme c'est une énergie qui se stocke assez peu, il y a un travail important qui est fait pour assurer cet équilibre offre-demande à tout moment. Voilà, ces travaux de prospective, ils visent à alimenter cette mission-là, et ils visent aussi à assurer le bon dimensionnement de l'infrastructure de réseau à long terme. Donc c'est pour ça que, de longue date, RTE, comme d'autres acteurs du secteur de l'énergie, on a développé une expertise technique assez développée de projection sur le système énergétique, parce que si on n'anticipe pas, si on ne se projette pas, derrière, on a un risque sur le bon fonctionnement du système électrique. Alors, au-delà de ces 2 objets qui sont cités dans la loi, on va aussi... La séance est ouverte. Ah. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Le procès-verbal est adopté. Prospective fixée par le Code de l'énergie. Oui, désolé de vous ramener à un sujet plus technique peut-être. Vous me dites si je peux, oui, je peux poursuivre, c'est bon. Donc au-delà du Code de l'énergie, cette mission, elle est aussi mentionnée explicitement dans notre contrat de service public, dans le contrat de service public qui lie RTE à l'État, puisqu'une partie de ce contrat est dédiée à la mission d'éclairer les choix énergétiques des pouvoirs publics et des citoyens. Et donc là, on est bien dans
dans la mission de prospective qui a été citée par François de Jouvenel, éclairer les décisions présentes au regard des futurs possibles. Donc, bon, ce cadre étant posé, je me suis trompé, ce cadre étant posé, j'en viens à la manière dont on a appréhendé la question de la prospective au cours des dernières années sur le plan du système électrique. Alors, vous pouvez constater que dans les documents que j'ai cités juste avant, la loi nous impose de faire des projections à un horizon de l'ordre de 5 à 10 ans ou 15 ans. À ces horizons de temps-là, pour le secteur énergétique, on est presque plus dans la prévision que dans la prospective, vu les délais d'évolution des infrastructures, vu les constantes de temps sur l'évolution des modes de vie. Quand on se regarde à 10-15 ans, on est en partie sur de la prévision. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre exercice sur les scénarios s'appelle formellement le bilan prévisionnel. Et c'est aussi ça que l'on faisait dans les années 2000 et 2010. On faisait des études prévisionnelles sur l'évolution de la consommation et de la production d'électricité. C'est-à-dire qu'on faisait des prévisions dans un contexte donné, à politique publique donnée. Et c'était sur la base de ça qu'on pouvait projeter l'évolution sur des échelles de 5, 10, 15 ans. Depuis la fin des années 2010 et le début des années 2020, le contexte a changé et en fait la réflexion sur l'évolution du système énergétique, elle s'est projetée sur des durées de plus long terme. Et donc c'est pour ça qu'à partir de fin 2021, on a progressivement basculé sur des études plus prospectives. Alors d'une part, parce qu'à la suite de l'accord de Paris, l'objectif climat-énergie de la France, il s'est orienté vers la question de la neutralité carbone en 2050, donc qui passe par la sortie des énergies fossiles sur les prochaines décennies. Et d'autre part, parce que, comme je le citais juste avant, les dynamiques industrielles et sociétales qui impactent le secteur énergétique, elles s'étalent sur des durées longues, de l'ordre de plusieurs décennies. Il faut une douzaine d'années pour construire un nouveau réacteur nucléaire, il faut 7 à 10 ans pour construire un parc éolien en mer, il faut à peu près la même chose pour plusieurs années en tout cas pour construire de nouvelles lignes électriques. Et toutes ces infrastructures-là, elles ont des durées de vie de l'ordre de plusieurs décennies. Donc forcément, quand on essaye de penser à l'avenir du secteur énergétique, on est obligé de se projeter sur des échelles de temps qui sont plus longues et ça pose d'autres questions. Donc pour répondre à ces différentes questions, on a poussé plus loin l'exercice jusqu'à 2050 et 2060 et c'est à ce moment-là qu'on est passé vraiment sur une approche prospective, c'est-à-dire qu'on est parti d'un objectif qui est celui de la neutralité carbone en 2050, on est parti de l'objectif de sortie des énergies fossiles, et sur la base de cet objectif, on a construit et étudié différentes trajectoires possibles pour l'atteindre. Et vous voyez ici, je vous ai remis un petit graphique sur la consommation d'énergie. Vous voyez que le défi est immense en fait pour le secteur électrique, puisque aujourd'hui, même si on a tendance à penser que l'électricité est omniprésente, que notamment dans le débat sur l'énergie, en fait, n'est que 25% de notre consommation d'énergie. Il y a encore 60% de notre consommation d'énergie qui repose sur les énergies fossiles, le pétrole et le gaz notamment. Et donc, sortir de ces énergies fossiles, ça implique des transformations très importantes. Il faut d'une part baisser la consommation d'énergie, mais il faut aussi remplacer les énergies fossiles par des énergies bas carbone comme l'électricité. Et donc, si la consommation d'énergie va baisser, celle d'électricité, elle va augmenter. Donc c'est le point de départ de notre étude sur 2050, c'est cette histoire de la grande bascule des énergies fossiles vers l'électricité. Alors, au-delà des travaux d'expertise technique et de modélisation, sur lesquels je reviendrai un petit peu juste après, un élément crucial de la démarche que nous avons mise en place, c'est le dispositif de concertation qui était assez inédit pour réaliser une telle étude. C'est important de consulter l'ensemble des parties prenantes intéressées pour avoir les scénarios, les analyses les plus robustes. Et vous voyez ici quelques chiffres de ce dispositif. On a mis en place 9 groupes de travail techniques avec une quarantaine de réunions pendant environ 2 ans, avec 120 organisations qui étaient représentées, à la fois évidemment des acteurs du secteur de l'énergie, mais aussi des ONG, des associations, des think tanks, des acteurs académiques, des organisations syndicales, etc. J'oublie probablement des organisations, mais vous voyez que c'était assez varié. On a essayé aussi, tout au long de notre démarche, de documenter très précisément
la méthode, les hypothèses que nous prévoyons d'utiliser. Et on a appelé à des contributions sur ces sujets-là. Vous voyez qu'on a fait une consultation publique qui a reçu plus de 4000 réponses. Donc là, on s'est étendu au-delà des acteurs traditionnels du secteur énergétique. C'est une concertation qui a intéressé beaucoup de monde, y compris parmi les citoyens. Et en complément de ce travail de concertation, on a également mis en place un conseil scientifique pluridisciplinaire, que nous avons sollicité pour apporter un avis sur notre étude. Et nous avons également développé plusieurs partenariats avec des organismes institutionnels, académiques, spécialisés. Je peux citer par exemple Météo France, avec lequel nous avons un partenariat stratégique et avec qui nous avons étudié les conséquences du réchauffement climatique sur le système électrique. On était parmi les premiers en Europe à faire ce type d'études. Parce que quand on regarde à 2050, le climat change et ça a aussi des conséquences sur le système électrique. Donc on a étudié ces aspects-là de très près. Je peux citer aussi par exemple le partenariat que nous avions avec le BRGM pour étudier la question de la criticité des ressources minérales. Donc voilà, c'est des exemples. Et j'insiste sur ce point de la concertation et du travail avec des organismes scientifiques parce que ça a été un élément clé de notre démarche de prospective. Nous le reproduisons de manière systématique désormais, mais c'est ce qui vraiment, encore une fois, permet de consolider le travail de scénarisation et d'identifier aussi des ruptures possibles qu'on n'avait pas initialement envisagées et que l'on peut ensuite traiter sous la forme d'analyse de sensibilité ou de stress test. Quelques exemples, là encore, je ne vais pas vous détailler tous nos scénarios, en fait il y en a beaucoup comme vous pourrez le constater, mais quelques exemples des questions que l'on s'est posées pour faire ces projections sur la consommation et la production d'électricité. Alors, de manière schématique, on a fait un travail d'un côté sur vraiment la question de la consommation énergétique et notamment électrique. Et ce travail-là, il s'appuie sur différentes questions. Première question, c'est quel est le cadre macroéconomique dans lequel on se place, quelle est la politique industrielle par rapport à laquelle on peut se placer à des horizons de plusieurs décennies. Il y a aussi des questions sur l'évolution et l'influence des habitudes et des modes de vie. On a beaucoup parlé de sobriété ces derniers mois, mais en fait, dans notre étude Futur énergétique 2050, avant même que le mot devienne à la mode, on avait tout un travail approfondi sur la question de la sobriété énergétique. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes d'habitudes dans l'habitat, dans les déplacements, dans la façon de travailler, dans la façon de consommer, etc. Donc c'était un paramètre très important de notre travail. C'est des questions, vous le voyez, sur la performance des équipements. Les équipements de demain consomment moins d'énergie que ceux d'aujourd'hui, etc. Et donc sur la consommation, on avait cette modélisation technique détaillée, secteur par secteur, usage par usage, avec différents trajectoires possibles. Vous voyez qu'à la fin, on a 3 scénarios principaux de consommation. Donc ça permet de représenter plusieurs futurs possibles. Et de manière similaire, sur la production, on a essayé d'étudier différents scénarios très contrastés, principalement sur la part des énergies renouvelables et du nucléaire. Donc on avait des scénarios qui se projetaient sur une sortie du nucléaire à l'horizon 2050 ou 2060, donc des scénarios 100% énergie renouvelable. Et puis à l'inverse, d'autres scénarios qui étaient fondés, qui s'appuyaient sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc ensuite, l'idée, c'était de pouvoir croiser toutes ces projections. Vous voyez qu'à la fin, ça fait 18 analyses croisées de scénarios, ça fait beaucoup, mais ça permettait d'avoir une diversité de futurs possibles assez large et de pouvoir les comparer sur la base de métriques similaires, enfin comparables les uns aux autres. Donc, juste pour finir sur la question de l'analyse des scénarios, parce qu'une fois qu'on avait construit des scénarios, des trajectoires possibles pour la consommation et la production, l'enjeu de notre étude, c'était aussi de pouvoir en proposer une analyse détaillée en 4 volets principaux, technique, économique, environnemental et sociétal, puisqu'évidemment, en fait, les choix que l'on fait sur le secteur énergétique, ils ont des impacts non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique, sur le plan environnemental et sociétal. Et ça a été un travail important qui a été fait, qui a mobilisé des expertises différentes. Et vous voyez ici quelques exemples sur le volet technique. L'enjeu, les questions, c'était de savoir comment, en 2050, en 2060, on pouvait assurer le bon fonctionnement du système électrique. Ça, c'est quand même la problématique qui nous intéresse au premier plan
pour nous, gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Mais il y a tout un travail de modélisation et de simulation. Est-ce qu'on va avoir assez d'électricité à tout instant pour couvrir la consommation? Donc pour ça, on utilise des outils de modélisation qui permettent de simuler cet équilibre heure par heure dans différentes configurations météorologiques. Qu'est-ce qui se passe s'il fait froid, chaud? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent, etc. On l'a fait, je l'ai dit, sur différentes trajectoires climatiques avec Météo France. Ça, c'était aussi un champ important. Et puis, on a regardé aussi les impacts en termes de réseau, à quel point il fallait renforcer le réseau, sur quelle zone du territoire, dans ce type de scénario. Sur le plan économique, la question, c'était celle, évidemment, du coût associé aux différents choix possibles, en intégrant l'ensemble des composantes du système électrique, donc la production, les moyens de stockage, de flexibilité et l'infrastructure de réseau. C'était un volet qui était très attendu et sur lequel on a attaché une attention particulière sur le plan de la méthode et des hypothèses. C'est un des volets qui a été très particulièrement concerté avec les acteurs et sur lequel on a sollicité l'avis de plusieurs économistes pour consolider les éléments de méthode. Sur le plan environnemental, on avait des questions sur les impacts, évidemment, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, donc en matière de réchauffement climatique, mais aussi des questions importantes sur l'occupation des sols dans les différents scénarios, sur le bilan en matière de consommation de ressources, parce que la question de la consommation des ressources minérales critiques, rares, etc., fait beaucoup débat dans cette question de la transition énergétique. On avait aussi des questions sur le volume de déchets radioactifs dans les différents scénarios, ou encore sur le volume de polluants atmosphériques. Donc vous voyez, là aussi, différents impacts qu'on a cherché à chiffrer, à évaluer de manière quantitative pour objectiver un peu les choix. Encore une fois, je reviens à l'objectif de départ, éclairer les choix éclairer les choix d'aujourd'hui associés au secteur énergétique. Ça implique de bien pouvoir quantifier un certain nombre d'impacts. Et sur le volet sociétal, enfin, pour finir, l'objectif, c'était surtout de documenter explicitement les implications des scénarios sur les modes de vie et les conditions de réalisation de ces scénarios. Vous savez, quand on fait de la modélisation du secteur énergétique, on a tout un tas de paramètres, par exemple des paramètres sur le nombre de kilomètres que vous allez parcourir demain avec votre voiture, etc., le nombre de la surface des logements de demain. Donc, tout ça, c'est des petits paramètres dans les modèles, qui sont parfois cachés dans les exercices de prospective énergétique. Pour autant, ils ont une implication très forte sur les choix de société. Et donc, c'est ça qu'on a cherché à bien documenter dans notre rapport pour que ça ne reste pas des paramètres cachés, justement. Et j'insiste, l'objectif, ce n'était pas de se dire qu'est-ce qui était souhaitable, qu'est-ce qui était désirable du point de vue de la société, mais plutôt de bien décrire les scénarios pour que, après, chacun puisse faire des choix ou des propositions en connaissant toutes les implications. Donc toutes ces analyses, on les a documentées dans un rapport dédié qui est disponible pour tout le monde. Ça fait un rapport volumineux, mais je crois que c'est quand même ce qui permet de bien éclairer les choix publics sur le secteur énergétique. Donc en résumé, pour finir, je pense que les points clés que je pourrais citer sur notre approche, c'est d'abord partir d'un cadrage avec un objectif précis. Là, c'était l'objectif de la sortie des énergies fossiles en 2050. Deuxième point, des hypothèses documentées et concertées largement avec différents types de parties prenantes pour construire collectivement les scénarios, pour que ce ne soit pas juste un travail de RTE, mais un travail collectif. Troisième point, des outils de modélisation et de simulation éprouvés et à caractère scientifique, qui couvrent différentes expertises très variées, le climat, l'environnement, la modélisation technique du système électrique, etc. Et enfin, le quatrième point, des livrables qui permettent de documenter, qu'on a cherché aussi à écrire de manière pédagogique pour bien mettre en évidence les enjeux sur le fonctionnement du système électrique à long terme. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place dans cette approche de prospective à l'horizon 2050. Et voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à Monsieur Colas. Merci beaucoup. Le ministère des Armées est très sensible à l'invitation qui a pu être faite par la délégation à la prospective du Sénat. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices,
chers collègues. L'expérimentation Red Team Défense, dont je vais vous dire quelques mots aujourd'hui, s'est terminée l'été dernier avec la révélation de la dernière saison des travaux de la Red Team Défense. Et l'idée, c'est de partager avec vous les résultats et puis l'expérience qui a été vécue dans ce projet, qui était assez emblématique d'une capacité du ministère des Armées à savoir prendre des risques et à faire preuve d'audace dans un monde où justement on a besoin de se mettre à penser différemment face aux incertitudes. Donc ce projet qui a été bâti par l'Agence de l'innovation de défense a permis d'une part d'avoir accès à différents canaux de réflexion, et je vais peut-être réussir à changer de slide. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Notamment par l'impulsion de l'actuel délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, qui à l'époque était directeur de l'Agence de l'innovation de défense et qui avait émis comme souhait de percer les murs de l'imaginaire. Et donc, lorsque l'Agence de l'innovation de défense en 2018 a été créée, a émergé dès le départ le besoin de créer un programme qui permette de sortir du cadre et de penser différemment. Et vous avez à droite ce qu'on appelle le cône de potentialité, qui est un guide en termes de méthodologie pour la Red Team et qui doit intégrer notamment, on parlait tout à l'heure de RTE avec le temps long, et bien le ministère des Armées aussi, c'est une entité qui doit gérer le temps long. Et quand on parle par exemple du porte-avions nouvelle génération qui voguera en 2040, et bien ce type d'objet est extrêmement intéressant à analyser d'un point de vue de la Red Team Défense et de le faire, on va dire, passer au tamis des risques et des menaces d'avenir. Également, dans cette ambition, il y avait l'idée de ne pas partir seul et de se tourner vers tout un écosystème qui permette de répondre aux défis qui étaient posés par ce projet. Donc une direction de projet qui a été placée au sein de l'Agence de l'innovation de défense et tout de suite le choix de s'adosser à un acteur majeur académique français, qui était l'université Paris Sciences et Lettres. On en a parlé également tout à l'heure en introduction. La démarche scientifique, la démarche de recherche est extrêmement importante. D'une part, pour avoir des récits qui soient le plus crédibles possible, et puis également d'avoir une matière qui soit exploitable et qui on puisse suivre dans la durée. Et donc ce projet, il a réuni avant tout une dizaine de profils très créatifs, puisque le ministère des Armées a fait le choix de se tourner vers des auteurs et des dessinateurs de science-fiction qui n'y connaissaient strictement rien au domaine militaire, mais qui avaient cette capacité justement d'abstraction et d'imaginer en dehors du cadre. Mais ces auteurs, évidemment, n'ont pas travaillé seuls. Et donc, on a une centaine de collaborateurs, de personnes du ministère des Armées, des ingénieurs, des officiers, qui ont travaillé à leur côté pour structurer ces scénarios de menaces. Et on verra tout à l'heure cette organisation. Et puis, comme je le disais, une démarche de recherche, donc une expertise scientifique très forte, fournie par Paris Sciences et Lettres. Et donc, c'est une cinquantaine d'experts scientifiques à chaque fois qui sont mobilisés sur les différents travaux. Donc, un vrai travail d'équipe. Et puis également, de manière à rendre le plus vivant possible les scénarios et exploitables par les différentes autorités du ministère, une dizaine d'équipes créatives. Pardon, que ce soit des équipes en termes de studios de cinéma, des dessinateurs, des designers. On a également été travaillé sur le côté de la représentation 3D et puis tout ce qui est représentation immersive. Donc il y a eu un vrai travail de recherche dans la manière de présenter l'ensemble des scénarios produits. Ensuite, une organisation qui permettait justement un dialogue le plus large possible entre différents acteurs. Et donc la partie émergée de l'iceberg que tout le monde connaît, c'est la Red Team Défense, mais le vrai travail en fait était effectué au sein du ministère par la Blue Team. Et cette Blue Team, ce sont ces officiers, ce sont ces ingénieurs de l'armement, ce sont ces experts de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie qui ont travaillé aux côtés de la Blue Team. Et c'est fondamental aujourd'hui quand on travaille, en tout cas sur une méthode de prospective appliquée, d'avoir l'ensemble des acteurs à la manœuvre de la transformation de l'entité impliqués dans le projet, de manière à ce qu'une fois que les scénarios sont produits, ils ne restent pas hors sol, mais ils soient bien intégrés dans les travaux de réflexion de l'entité qui les produit. Et puis vous avez sur la droite les équipes qui ont concouru à bâtir justement la crédibilité des scénarios, donc une Purple Team qui, elle, était dédiée plutôt à l'expertise et au renforcement de la crédibilité des scénarios. Un exemple
assez concrets. Par exemple, quand nos auteurs ont travaillé sur les pirates du futur et ont imaginé des villes flottantes avec plusieurs milliers de personnes qui vivaient dedans, des apatrides, eh bien, ils se sont tournés vers des experts pour dire comment est-ce qu'on nourrit ces villes flottantes. La première version des scénarios faisait apparaître de la pisciculture. Et en fait, en travaillant avec les experts, il s'avérait que ce n'est pas du tout viable pour nourrir plus de 2000 ou 3000 personnes parce que ça ne produit pas assez. Et donc, ils ont été imaginés des bacs dans lesquels des bactéries produisaient des protéines. Alors, ce n'est pas très ragoûtant, je suis désolé pour cette matinée, mais voilà des exemples très concrets. Et autre exemple sur l'ascenseur spatial, qui avait été évoqué sur un des scénarios également. Bon, ils ont été chercher des experts en nanocarbone et également des économistes. C'est important pour savoir combien coûtait un ascenseur spatial demain. Bon, je vous donne le prix, c'est 100 milliards d'euros. Voilà. Vous avez également une Black Team qui donc travaille sur toute la partie organisation, méthodologie, également production des visuels et des vidéos. Et puis vous avez une White Team qui était un comité qui devait se charger notamment de considérer l'indépendance totale de nos auteurs, puisque c'était ça aussi le postulat de départ, et cette prise de risque pour le ministère des Armées, de laisser des gens qui ne sont pas de l'entité réfléchir à l'avenir et aux problématiques du ministère des Armées. Et ce comité devait s'assurer justement de la parfaite indépendance des auteurs et que le ministère des Armées ne venait pas cadrer ou imposer des visions aux auteurs. Également, donc, une démarche expérimentale basée sur une méthodologie qui a été bâtie pour le projet. Et donc, vous voyez différents niveaux de travail qui sont réalisés au sein du ministère des Armées et avec les auteurs. Et vous avez 4 grandes phases. Une première phase qui va permettre d'ouvrir les possibles, puis de les refermer au fur et à mesure sur les différents canaux d'intérêt pour le ministère. Donc c'est la phase rouge. Et la phase bleue, eh bien, nos auteurs arrêtent de travailler. Ils ne savent même pas ce qu'on fait avec leur scénario. Ça les frustre un peu d'ailleurs. Mais derrière, toute une phase d'exploitation au sein de la Direction générale de l'armement, de l'état-major des armées, de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, et qui va justement permettre d'irriguer, de lancer peut-être des projets ou de renforcer certaines études ou certaines expérimentations en cours. Le but étant pour ce programme de bien incarner les menaces futures et les rendre le plus tangibles possible pour les décideurs et ceux qui travaillent à la préparation de l'avenir du ministère. Également, là, vous avez une planche qui a été réalisée par notre ingénieur de recherche, Marie Roussy. Encore une fois, cette démarche, elle se veut extrêmement proche du domaine de la recherche et universitaire. Et là, vous avez quelques exemples aujourd'hui de red teaming dans le monde. On voit que c'est essentiellement le monde anglo-saxon qui travaille sur ces sujets-là, même si on a pu voir que d'autres parties du monde également avaient ce type d'initiative, mais sur lequel ils communiquaient moins. Et on va dire que la différence avec certains de nos alliés sur le programme français, d'une part, c'est une approche de science-fiction française, c'est-à-dire contrairement à la science-fiction anglo-saxonne qui est technocentrée, on va prendre une technologie et puis on va l'étirer, par exemple le quantique, l'intelligence artificielle, le cyber. L'approche française est beaucoup plus englobante, notamment sur sa partie sociétale et philosophique, et c'est extrêmement important aussi quand on bâtit des menaces d'intégrer des faits de société et d'intégrer évidemment comment le monde de manière globale et humaine évolue vis-à-vis de certaines technologies. Et cette approche-là est importante. L'autre différence avec les démarches étrangères a été sa permanence, puisqu'on a eu 4 saisons qui ont été amenées au sein du ministère. Et donc cette continuité a permis justement d'avoir une vision plus globale et plus large de l'ensemble des menaces visées. Donc, des réalisations qui ont été égrenées au cours du temps sur 4 grands temps, donc avec une saison 0, une saison test, qui était un petit peu là pour calibrer l'outil, et puis ensuite 3 saisons correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, en sachant qu'une partie des scénarios produits par la Red Team n'est pas publique et reste classifiée au sein du ministère. Et donc les travaux que vous voyez ici sont ceux qui ont été rendus publics par le ministre des Armées, avec à chaque fois, vous voyez, des travaux qui sont assez longs, puisque c'est 9 mois de travail pour produire un scénario, avec plusieurs ateliers de restitution et plusieurs dizaines d'ateliers de travail à chaque fois. Donc c'est une vraie méthode qui s'inscrit dans le temps et qui permet justement d'aller au fond de la menace. Également une Red Team Défense qui ne reste pas qu'à Paris, c'était important, qui ne soit pas hors sol, et donc une Red Team Défense qui va dans tous les sites du ministère des Armées, et cette volonté d'habiliter nos auteurs au niveau secret,
ce qui leur permet de visiter des sites qu'ils ne pourraient pas visiter habituellement, et donc de s'imprégner aussi des difficultés et des problématiques du ministère, avec donc une production que vous voyez ici avec différents sujets. Donc, les premiers sujets étaient sur la piraterie du futur. On a parlé également d'hypervélocité, de métaverse et donc de monde immersif. On a parlé de guerre écosystémique sur des problématiques notamment de pollution des écosystèmes. On a parlé de crise énergétique avec après la nuit carbonique. Et puis cette année, on s'est projeté dans l'espace avec la ruée vers l'espace, et on s'est projeté également sur les capacités d'apprentissage, notamment via ce qu'on appelle les capteurs et les implants neuronaux avec face à l'hydra. Donc un apport du programme assez important pour le ministère des Armées, à la fois pour susciter une inspiration sur les menaces futures, en sachant que le programme Red Team Défense n'est pas un programme qui vise à analyser l'ensemble des menaces, hein, c'est bien un programme complémentaire à ce que fait le ministère des Armées. Il faut avoir des projets de prospective beaucoup plus complets à côté pour balayer l'ensemble des menaces, mais on va dire que l'intérêt du programme Red Team Défense, c'est d'aller chercher justement des signes noirs, des menaces qu'on n'aurait pas voulu voir ou des tabous sur lesquels on ne voudrait pas travailler. Et cet intérêt d'avoir des auteurs de science-fiction, c'est se décharger un petit peu sur ces créatifs de problématiques qui sont plus complexes à traiter au sein du ministère des Armées. Et puis apporter un éclairage en rupture. Vous parliez, Madame la Présidente, d'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est très compliqué aujourd'hui de se représenter les menaces d'intelligence artificielle sur des projets ou des produits qui sont assez intangibles dans le monde du numérique. Et justement, la Red Team Défense permet de se rendre compte ou de donner un cadre visuel à ces menaces, et donc de faire en sorte que nos décideurs soient plus à l'écoute et soient plus conscients de certains dangers, de certaines problématiques. Et évidemment, le sujet de l'intelligence artificielle est au cœur des enjeux et des sujets de travail du ministère des Armées. Et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est évidemment très à l'écoute et travaille demande au ministère de travailler de manière très importante sur ce sujet. Enfin, encore une fois, importance pour ce programme d'avoir une cohérence et une continuité de la réflexion. Et je le redis, hein, on connaît la Red Team Défense, on connaît moins la Blue Team, donc les équipes qui travaillent au sein du ministère. Et il est important pour imaginer au-delà, ce sont les mots de Patrick Aufort, qui est le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, de permettre une intégration cohérente des travaux de la Red Team. Et c'est pour ça qu'il y a un droit de retour, un droit de visite, un droit de suivi à chaque fois sur ces scénarios, de manière à accompagner le mieux possible les acteurs du ministère des Armées, que ce soit à la DGA, à l'état-major des armées ou à la DGRIS, dans la construction des solutions de demain à partir des scénarios de la Red Team. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions tous les trois, et j'ai le sentiment, après vous avoir écouté, que tous, vous avez mis en avant d'avoir un fond qui est très solide, donc d'utiliser des données, des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, tout en y ajoutant une forme, là aussi très présente, pour pouvoir adresser le message au public et finalement essayer d'emporter une adhésion, ou au moins pour que ça reste pas que dans le monde de l'utopie, mais se dire demain c'est ça qui pourrait arriver. Enfin, moi c'est je vais essayer de retenir une idée qui englobe vos trois interventions. Et une question que je me posais aussi, c'est donc quand vous faites vos travaux de prospective et quand vous avez précisé que l'approche française est plus englobante, je me suis demandé si vous ne vous posez en fait aucune limite, mais il y a certaines, aujourd'hui, nous on le voit, enfin quand on fait des travaux là du quotidien, par exemple la CNIL va nous empêcher de pouvoir faire certains croisements de fichiers qui paraîtraient très intéressants pour pouvoir répondre de manière précise à un problème. Donc quand on tire tout ça à échéance de 20-30 ans, comment est-ce que comment est-ce que vous prenez en compte en fait ce cadre législatif réglementaire qu'il sera nécessaire de faire évoluer, sachant que pour pouvoir le faire évoluer, il faut aussi d'un certain côté pouvoir emporter l'adhésion des citoyens, qui n'est pas forcément chose facile sur ces questions-là. Peut-être ce que je vous propose, c'est que s'il y a d'autres questions, on les prenne toutes, parce que je sais que vous avez pour certains des contraintes à 9h45. Oui, vas-y Bernard. Oui, une question, là, je vois bien la démarche. Ce que je n'ai pas vu du tout, c'est est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, par exemple, comment on voyait l'an 2000 en 1900, et finalement, quels ont été les biais, à quel endroit on s'est trompé, justement, est-ce que
ce travail rétrospectif est intéressant pour enrichir votre démarche. Oui, merci pour ces apports. Est-ce que dans la démarche de prospective, il y a des clauses de revoyure? Est-ce qu'il y a a priori des méthodos d'évaluation prospective? Oui, merci pour vos présentations. Effectivement, les trois sujets sont passionnants. Je reviens juste sur celui de RTE. Effectivement, l'analyse par rapport à 2050, qui est un objectif fort. Vous n'avez pas évoqué le prix, enfin la notion de coût. Or, entre 2010 et 2020, l'électricité a augmenté de 81%, et je dirais que la part du renouvelable, notamment, a été pour à peu près 56% de cette mois. Et ma question, c'est plutôt de dire, sur cet objet-là, il y a aussi un problème d'acceptabilité sociale. Et je dis à dessein aujourd'hui, le 1er février, où l'électricité augmente de 10%, et je pense que ça, c'est un peu dans toutes les têtes. Je veux bien peut-être répondre aux premières questions, peut-être réagir sur votre commentaire général ou les points clés que vous avez retenus. Je pense que c'est effectivement les bons, c'est-à-dire que si on a un travail de prospective extrêmement rigoureux, très sérieux, mais qui n'est lu par personne et qui n'a aucune influence, finalement, il n'aura servi à rien, puisque l'objectif, encore une fois, c'est pas de prévoir, mais c'est plutôt de pouvoir éclairer les décisions. Donc savoir quels sont les processus qui aujourd'hui permettent effectivement d'impliquer les acteurs qui vont prendre les décisions et aussi parfois déploient les décisions qui sont prises ou les mettent en œuvre, ce qui est aussi important, est un point qui est très important. Vous avez tous les deux insisté dans les exemples que vous avez mentionnés, justement sur cette partie qu'on appelle parfois participation, parfois concertation, et avec différents cercles d'acteurs qui sont impliqués. Et ça, pour nous, c'est absolument essentiel. On dit toujours en prospective, il faut penser, pour réussir une démarche de prospective, il faut penser à la fois les contenus et les processus. Contenu, processus en permanence. Voilà. Sur la question où s'est-on trompé, et puis finalement, si on fait une rétrospective des travaux de prospective, est-ce qu'on est en capacité d'en tirer un certain nombre de règles? Alors c'est une question toujours assez difficile. Évidemment, on s'est toujours trompé, et puis on a toujours eu aussi un petit peu raison. Quand on regarde les travaux d'anticipation, qui n'étaient pas forcément de la prospective en tant que telle, hein, les plus anciens, on s'aperçoit, alors notamment dans les travaux aussi d'auteurs qui sont plutôt de l'ordre de la science-fiction, hein, on pense à Orwell, on pense à d'autres, on s'aperçoit que souvent il y a des capacités à anticiper effectivement des grands domaines de changement, à percevoir là où les choses vont bouger. Ce sur quoi on se trompe extrêmement régulièrement, c'est le rythme des changements. C'est finalement la plus grande difficulté, je trouve, à intégrer dans nos travaux de prospective, c'est de bien intégrer le rythme auquel les changements vont arriver. Et évidemment, il y a aussi des tas de changements qu'on ne voit pas. Voilà. On a toujours rêvé de taxis volants ou de voitures volantes, voilà, elles ne sont toujours pas là. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'arriveront jamais ? Non, pas forcément, mais quand, je ne sais pas si RTE s'est projeté là-dedans, mais voilà, l'armée, oui, enfin les armées, oui. Voilà, mais donc il y a toujours cette question des horizons temporels qui est en fait une question vraiment très délicate. Et sur certains sujets, c'est tout à fait crucial. Ce que vous disiez sur le prix de l'électricité, on y reviendra tout à l'heure, c'est des choses qui font varier considérablement les scénarios si jamais tout à coup on a des chocs qu'on n'a pas anticipés sur des questions de coût ou des innovations technologiques. Les méthodes d'évaluation et les clauses de revoyure, je suis rapide et puis je laisse mes collègues compléter. Il n'y a pas de méthode d'évaluation standardisée sur les travaux de prospective. En revanche, il est effectivement extrêmement important, je pense, quand on se lance dans un travail de prospective, que d'anticiper au démarrage quels vont être les critères sur lesquels on va évaluer la qualité du travail de prospective. Est-ce qu'il faut attendre 2050 pour juger des travaux de RTE? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut aussi voir justement dans quelle mesure ils ont aidé à prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est, à mon avis, le premier élément qui doit permettre justement de conduire cette évaluation. Donc, il y a des évaluations sur la qualité et la rigueur des travaux. Il y a des évaluations aussi sur leur utilité et donc la capacité à les intégrer dans les processus de décision. Mais bon, il n'y a pas de schéma complètement arrêté. C'est un chantier aujourd'hui sur la prospective que de travailler davantage sur les critères d'évaluation. Pour répondre à la première question, en effet, sur comment finalement dépasser le mur réglementaire et parfois administratif de certains sujets,
malgré l'envie d'aller plus loin, on a évidemment au cœur de la Direction générale de l'armement ces sujets-là, puisque lorsqu'on doit faire voler un drone, on doit faire voler un avion, on doit travailler avec des explosifs, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et il s'agit aussi pourtant de dépasser certains murs, certaines problématiques technologiques. Premièrement, je pense que des programmes de prospective peuvent ramener une certaine vision et donner une vision qui permet d'inspirer pas que les ingénieurs, pas que les officiers des armées, mais aussi la société tout entière, pour aller plus loin et pour avoir envie de se dépasser et donc donner un élan qui ne soit pas uniquement au sein de l'institution, parce qu'aujourd'hui, et on le voit, on parle beaucoup de simplification, et on voit que la simplification, ça passe en fait par un travail collaboratif avec une multitude d'acteurs qui sont souvent en dehors de l'organisation même qui veut se simplifier. Donc redonner une vision et inspirer la société tout entière, c'est aussi une des missions de la prospective, de manière à pouvoir créer des bulles d'expérimentation. Et c'est ça aussi sur lequel la DGA travaille, sur comment se donner un cadre qui va être exceptionnel à un moment donné pour pouvoir expérimenter quelque chose. Il ne s'agit pas de tout casser, il s'agit juste de se dire, donnons-nous la possibilité de prendre un petit peu plus de risques dans un secteur donné. On fait le test, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, allons un peu plus loin. Donc cette stratégie de petits pas, elle fait moins peur et elle permet à des acteurs qui ont toute prérogative pour faire en sorte que la loi et les normes soient appliquées, de comprendre que là, on s'en éloigne un petit peu sous leur bienveillance et pas dans un cadre global, mais à une petite échelle, et puis comme ça, on évolue et ça permet d'avancer. En tout cas, c'est l'approche aujourd'hui qui est regardée. Sur le rétro-futur, c'est extrêmement important et extrêmement riche. Comme je vous le disais, on travaille avec une université qui a cette capacité d'avoir justement une sorte de regard avec des archivistes paléographes qui vont aller chercher aussi des récits anciens et puis faire une analyse, et pas que des récits occidentaux. On peut aller chercher des récits en Asie, dans le Caucase, de voir comment les différents pays pensent et ont pensé le futur. C'est extrêmement intéressant et c'est l'objet, je vous disais que le programme Red Team Défense, l'expérimentation Red Team Défense s'est terminée l'été dernier, mais le délégué général pour l'armement a annoncé qu'elle allait se poursuivre sous une autre forme. Et dans cette autre forme, on a cette analyse et cette capacité d'analyse de ce qui a pu être fait dans le passé pour réinspirer et réalimenter des scénarios futurs. Ensuite, sur l'évaluation de la prospective, nous, ce qui nous intéresse essentiellement ce qui nous a intéressé essentiellement avec l'expérimentation, c'est de savoir se poser les bonnes questions sur les menaces d'avenir. Et donc, au-delà même de savoir est-ce que ça a produit quelque chose, est-ce que déjà le postulat de départ, c'est-à-dire la question de base, a été la bonne, et cette question que peut-être les gens ne voulaient pas voir ou qu'ils ne voulaient pas se poser, est-ce qu'ils se la sont posée? Et donc ça, déjà, en soi, c'est une victoire. Et une fois que cette bonne question est posée, eh bien, oui, on a après un indicateur pour savoir aussi combien d'entités se sont emparées des scénarios. Alors, ils ne nous disent pas tout le temps quand ils s'en emparent, malheureusement. C'est aussi ça, la liberté de la prospective. Et puis, l'autre point, et ça a été soulevé par François de Jouvenel, c'est que souvent, ce qu'on imagine à 30 ans nous arrive à 6 mois. Et on l'a vu, nous, dans nos scénarios. Un des exemples concrets, c'est quand nos auteurs ont travaillé sur les mondes numériques persistants et sur les métaverses. 6 mois après le scénario, Facebook se transformait en méta. Bon, voilà, donc ils n'avaient pas 10 ans d'avance, ils avaient juste 6 mois d'avance, nos auteurs. Donc ils étaient un petit peu déçus. Mais voilà, la réalité rattrape très vite la fiction, notamment sur tous ces domaines technologiques. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Olivier. Oui, alors pour les différentes questions, si je reviens sur le cadre dans lequel on se place pour faire nos études, c'était votre question, Madame la Présidente. C'est vrai que quand on regarde à des horizons de court terme, on est forcément dans un cadre de politique donnée, de politique publique donnée. Et donc, ce que je disais au départ de mon intervention, quand on est sur quelques années, ça relève plutôt de la prévision. On ne va pas révolutionner les normes, les règles à ces horizons-là. Donc on est vraiment sur du domaine de la prévision à politique publique, à contexte donné. En revanche, quand on se projette à l'horizon 2050, on essaye de s'écarter un petit peu. On sait que pour atteindre l'objectif de sortie des énergies fossiles, il faudra probablement changer des choses en matière de politique publique, faire évoluer un certain nombre de normes, de politiques. Et donc
on essaye de sortir un peu du cadre existant pour éclairer ces différents futurs possibles. Alors, peut-être la limite de notre exercice, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à dire exactement quelles seraient les évolutions législatives ou de politique publique qu'il faudrait dans chacun des scénarios. Mais en tout cas, on essaie de décrire ces futurs possibles. Un bon exemple, c'est celui de la sobriété. On sait que quand on parle de sobriété, ce n'est pas juste dans nos scénarios du changement de comportement, on éteint l'eau quand on se brosse les dents, etc. C'est aussi des vrais changements de société, des vrais changements d'organisation de la société qui passent probablement par des évolutions de politique publique assez fortes, assez structurantes. Donc voilà, quand on fait nos scénarios, on essaie vraiment de sortir du cadre. Et c'est en ça que l'exercice de concertation, j'y reviens souvent, mais l'exercice de concertation, de prise en compte d'autres avis, il est important parce qu'on a envie de sortir du cadre, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il est réaliste quand même d'imaginer à ces horizons. Sur la question de la rétrospective, c'est vrai que dans le secteur énergétique, on a la chance d'avoir eu des prédécesseurs qui ont très largement travaillé sur ces questions dans les années 70-80 avec le commissariat général au plan notamment, et puis le lancement du programme électronucléaire en France. Donc on a quelques données. Ce qu'on peut constater, des choses effectivement qu'on retrouve, c'est que forcément, on sait, je dis on, ou en tout cas les personnes, les études de l'époque se sont forcément trompées ou n'ont pas prédit tout ce qui allait se passer. Par exemple, sur la consommation d'électricité, historiquement, les trajectoires étaient très hautes par rapport à ce qu'on a vu en réalité. Pour autant, est-ce qu'on a forcément pris des mauvaises décisions sur la base de ces études ? C'est pas sûr. Il y a aussi probablement des choses qui nous ont permis d'avoir un système énergétique qui est aujourd'hui assez robuste. Donc, je pense que c'est ce que disait aussi François de Jouvenel. Quand on fait nos études à long terme, il faut être modeste. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas là pour prédire le futur, mais par contre, on est là pour essayer d'éclairer les décisions. Et peut-être que même si on n'a pas prévu exactement ce qui allait se passer, les décisions qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est celles qui étaient les plus robustes au moment donné où on les a prises. Et c'est en ça aussi que l'exercice que l'on fait d'approche multiscénario, d'avoir beaucoup d'analyse de sensibilité, c'est important parce que ça permet d'anticiper aussi la robustesse des choix. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est d'avoir cette robustesse, de regarder beaucoup de sensibilité. Qu'est-ce qui se passe si jamais les modes de vie évoluent de telle manière? Qu'est-ce qui se passe si le climat évolue de telle manière? Alors on peut pousser effectivement l'exercice plus loin. Je pense que moi je suis fasciné par ce qui a été fait par la Red Team Défense. Et c'est aussi des choses auxquelles on essaie de réfléchir, comment on donne plus de résilience au système en regardant des scénarios de vraie rupture, en sortant encore plus du cadre. Ça demande un petit peu de temps pour y réfléchir posément, mais cette question de la résilience, elle est de plus en plus prégnante dans le secteur énergétique. Sur la question des clauses de revoyure, oui, effectivement, nos études, elles sont actualisées presque en permanence. J'en parlais avec François de Jouvenel juste avant cette audition. Quasiment tous les 2 ans, on remet à jour nos perspectives. Il y a des choses qu'on avait plus ou moins bien prévues et donc on réactualise. Là, par exemple, depuis qu'on a publié les futurs énergétiques 2050, on a réactualisé le début de période jusqu'à 2035 et on voit qu'il y a un certain nombre de changements qui pourraient intervenir encore plus vite que ce qu'on avait imaginé il y a encore quelques années. Et enfin, sur la question plus spécifique des prix et coûts de l'énergie, ça fait bien partie, en fait, c'était un volet très important à notre analyse d'essayer de bien chiffrer le coût du système électrique à long terme dans les différents scénarios, en prenant toutes les composantes de coûts, parce que souvent vous avez des instituts, des organismes qui comparent juste le coût des énergies renouvelables ou le coût du nucléaire. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est bien prendre en compte l'ensemble des coûts en intégrant les systèmes de stockage qui étaient nécessaires, le réseau. Donc on a vraiment fait une évaluation économique complète. Après, la comparaison avec les prix de l'électricité, elle est forcément plus compliquée, parce que les prix, ça relève aujourd'hui plutôt de logique d'une approche de court terme. Ils dépendent beaucoup de paramètres de court terme sur le prix du gaz, l'évolution de la consommation à court terme, l'évolution de la production à court terme. Quand on se projette sur des horizons plus lointains, on a une réflexion qui est plutôt une approche long terme. On regarde l'amortissement des coûts d'investissement sur des temps très longs. C'est vraiment cet indicateur économique qui nous a paru le plus pertinent
pour éclairer les décisions publiques. Mais je pense que tout est quand même vraiment chiffré dans notre rapport. Merci vraiment à tous les trois. Et en allant là regarder la page de la Red Team Défense, en fait, je viens de voir que vous avez fait des travaux qui sont complètement en phase avec des travaux de la délégation il y a quelques mois. Non mais oui, parce que donc en fait la délégation poursuit pour mes collègues, c'est les travaux sur l'espace et on est en train de poursuivre pour essayer d'avoir une traduction législative de ce qu'on avait identifié. Et donc je vois que vous avez fait tout un scénario qui est exactement sur notre sujet des ressources. Donc voilà, ça aurait été ma ultime question. Est-ce que vous notez sur des coins de papier quand vous faites vos scénarios de prospective ce qu'il faudrait vraiment changer dans la loi pour que les choses puissent advenir ou qu'au moins la France puisse préparer aux menaces qu'elle rencontre. Alors dans le domaine de la défense, on la voit bien, mais dans le domaine de l'énergie, c'est la même chose. Et là, par exemple, quand vous parliez des questions d'amortissement des investissements, ça pose plein de choses sur les réseaux, sur la tarification qu'on en fait. Donc est-ce que, voilà, au moment où vous écrivez, vous vous dites, bon, bah voilà, il y a tout ça. Là, aujourd'hui, le cadre actuel, il ne marche pas. Mais il faudra qu'un jour, on aille prendre notre bâton pour aller parler aux parlementaires, à l'exécutif, pour faire changer les choses. Merci pour votre question, Madame la Présidente. Alors, le programme Red Team Défense est pour l'instant au service du ministère des Armées. Donc, évidemment, il n'a pas encore fait cette démarche exhaustive d'aller trouver dans la loi ou dans les projets de loi des voies d'inflexion par rapport au scénario. Par contre, ce qui a pu être fait, notamment dans la préparation de la loi de programmation militaire et ce qui a pu être fait également dans les différentes normes, je parlais tout à l'heure des drones ou de tout ce qui est réglementaire au niveau robotique, il y a des travaux qui ont été faits pour se dire, et là c'est encore une fois, non pas la Red Team qui l'a fait, mais la Blue Team, d'aller chercher au sein du ministère les textes réglementaires qui devraient évoluer demain et comment on illustre ce changement par les scénarios de la Red Team. Et c'est là où on revient au pouvoir fondamental de la prospective, de changer les esprits et de donner une vision et un pouvoir de changement et d'entraînement, et une force d'entraînement. Et donc par contre, nous on est très heureux au ministère des Armées quand des scénarios de la Red Team peuvent servir à d'autres entités pour appuyer leur démarche de transformation, de changement et de redonner une vision. Donc là, on est tout à fait ouvert à vous partager nos scénarios pour vos travaux, évidemment, et ce sera avec grande joie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de nous avoir éclairés et d'éclairer tous ceux qui regarderont ensuite la vidéo en ligne prochainement. Et donc des collaborations futures, puisque pour certains, vous êtes des interlocuteurs quand même assez réguliers du Sénat. Bonne matinée à tous.